des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Nous vous retrouvons aujourd'hui sur Radio MB pour notre 3e émission avec mon co-présentateur Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Joseph. Nous allons aujourd'hui vous présenter notre émission sur le thème de la victoire et nous allons envoyer du peps. Voici notre sommaire de notre émission. Nous allons d'abord retrouver Joseph avec le mot du jour qui est victoire bien sûr. Puis Jérémy va nous rejoindre pour notre super chronique actu. Ensuite, nous écouterons Katia Benz, l'entraîneuse de l'athlète guyanais Jemima Joseph qui a été interviewée par Elisa et Jérémy. Puis nous retrouvons Claude avec sa chronique sur les jeux vidéo. Après ça, nous écouterons les micro-trottoirs préparés par notre technicienne Amy et Sarah. Elles ont demandé aux gens, étiez-vous capable de tricher pour gagner? Ensuite, nous débattrons autour de l'expression « L'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Et enfin, nous retrouverons mon ami Samuel pour le chiffre du jour qui est le 8 et nous découvrons pourquoi. Mais tout d'abord, retrouvons Joseph avec le mot du jour. La définition du mot victoire dans le dictionnaire est un succès remporté sur autrui. Le mot victoire vient du latin victoria, dérivé de victor qui signifie vainqueur. Sans aucun doute, ce mot est plus vieux que mon pépé. Pour moi, le mot victoire est lorsque l'on se plie en 4 pour une chose et que l'on l'obtient. Évidemment, on est heureux, on le fête et on se réjouit. Le moment de victoire que j'ai le plus aimé dans ma courte vie de gosse est lorsque je suis allé à Saint-Laurent du Maroni avec mon collège pour une compétition UNSS d'athlétisme. J'ai couru un 100 mètres et j'ai fini 2e. J'ai été super content et surtout ma famille était fière de moi. En plus de ça, j'avais la sensation que je ne pouvais plus m'arrêter de sourire. Pour moi, cette sensation, c'est la victoire. Merci Joseph pour ce magnifique mot du jour. Et parlons de la victoire. Retrouvons Jérémy avec sa chronique actu sur le parcours des flammes olympiques et sur notre possible victoire au JO de Paris 2024. C'est vrai, moi j'ai bien bossé. Alors après l'effort, le réconfort. À toi de jouer Jérémy. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de beaucoup de choses. Comme notre thème c'est la victoire, j'ai choisi de commencer par les Jeux Olympiques. On espère que la France va gagner plein de victoires. Alors, comme tout le monde commence à le savoir, les Jeux Olympiques, ça commenceront à Paris le vendredi 26 juillet et ça terminera le dimanche 11 août. Les Jeux Paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024. Mais c'est quoi, Jérémy, les Jeux Paralympiques? Les Jeux Paralympiques sont une compétition comme les Jeux Olympiques, mais pour les athlètes qui ont un handicap physique, visuel ou mental. Je vais vous parler de quelque chose de l'actualité brûlant, c'est la flamme olympique. Le 16 avril 2024, la flamme olympique a été allumée lors d'une cérémonie spéciale sur le site archéologique Olympie. Olympie se situe en Grèce. C'est là que les premiers Jeux ont été organisés. La flamme olympique a été allumée devant les ruines du temple d'Héra. Elle a ensuite été transportée à Athènes où elle a été embarquée sur un bateau à 3 mâts appelé Bélé. Et oui, comme la ville d'Amazonie. Sur ce bateau, elle a été nourrie à la paraffine par 3 gardiens pour être sûr qu'elle restait allumée. Bon, au cas où elle s'éteindrait, on a quand même envoyé 2 autres lanternes allumées à Olympie par avion à Paris. Elle est finalement arrivée le 8 mai en France, à Marseille. De là, la flamme doit circuler de torche en torche pendant 69 jours. Sur 5000 km, on traverse 52 villes en métropole et en haute mer. 11 000 relayeurs vont porter la flamme entre Marseille et Paris. La flamme arrive chez nous le 9 juin 2024. Il est prévu qu'elle passe par 7 communes de Guyane. D'abord
Camopi à la frontière avec le Brésil sur le fleuve Oyapock. Ensuite, Saint-Laurent-du-Maroni puis Kourou. C'est cool, j'ai hâte de voir ça. Oui. Ouais, il paraît même que la flamme passera par le centre spatial. Tu crois qu'ils vont le voir sur la Lune? Après Kourou, la flamme poursuivra sa route vers Saint-Georges, de Oyapock à la frontière brésilienne à Macuria puis à Maturi. La flamme terminera sa route à Cayenne. Et dis-moi, Jérémy, il y a des athlètes guyanais qui participeront au JO de Paris 2024? Oui, Samuel, la Kouroussienne de 22 ans, Jimena Joseph, elle a devenu au début du mois championne du monde du relais 4 fois 100 mètres aux Bahamas avec ses coéquipiers de l'équipe de France. Du coup, elle est encore qualifiée pour les JO de Paris. Tout le monde sait déjà qu'elle était qualifiée pour les épreuves de 100 et 200 mètres grâce à sa performance aux Jeux de Guyane. Le 13 avril dernier, elle avait alors battu ses records personnels sur les 2 distances. Waouh, quelle championne notre Jimena! Allez, toujours en lien avec les JO, je vais vous parler d'Aya Nakamura. La chanteuse sera pressentie pour chanter à la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet, mais cela soulevait de protestations. Mais ce n'est pas la seule actualité qui la concerne, puisqu'Aya a remporté 3 trophées à la 2e cérémonie de la flamme, qui récompense les artistes issus du rap et les musiques urbaines. Quoi, ça s'appelle les flammes? Eh oui, c'est marrant, les flammes, la flamme olympique, enfin bon. Aya Nakamura est repartie avec la flamme du meilleur album de nouvelles pop, la flamme du royaume international de l'année. Et cela de l'artiste féminin qu'elle avait déjà remporté en 2023. Ce que je devais voir, bah je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui me chie. Oh, ça va chauffer à Cayenne. Merci Jérémy pour cette chronique actu. Et en parlant de Jemima Joseph, ce n'est pas toi qui as eu la chance de rencontrer son entraîneur, Katia Bent, au collège? Oui, Joseph. Cette grande dame nous avait l'honneur de venir nous voir et nous l'avons interviewée avec Elisa. On l'écouterons tout de suite. Bonjour Madame Bent, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour à vous. Bonjour Madame Bent. Vous étiez entraîneuse d'athlétisme à Kourou. Avant de devenir entraîneuse, vous aviez un autre métier? Alors, avant de devenir entraîneur, j'ai effectivement eu un métier pendant 12 ans. J'étais enseignante, donc professeure des écoles. J'enseignais dans les écoles élémentaires de Kourou, de Macuria et de Remire-Montjoly. Mais vous étiez athlète aussi, non? Oui, tout à fait. Donc, en parallèle de mon métier, j'ai été athlète professionnelle également. Donc, j'ai participé à plusieurs compétitions. Et donc, du coup, voilà, j'ai participé à des compétitions depuis l'âge de 12 ans jusqu'à mes 30 ans. Vous avez gagné des médailles? Oui, j'en ai gagné tout plein, effectivement. J'ai eu plusieurs titres de championne de France, donc des médailles au championnat de France, des médailles dans la Caraïbe au Carifta Games, des médailles en Europe, j'ai été championne d'Europe, et des médailles mondiales, bien entendu. J'ai été vice-championne du monde avec le relais et vice-championne du monde universitaire en individuel. Waouh, c'est génial. Mais pourquoi vous avez arrêté l'athlétisme pour en devenir entraîneuse avec cette belle carrière? Oui, effectivement, ma carrière s'est très très bien passée, mais au bout d'un moment, j'ai pris de l'âge et puis j'étais un peu fatiguée. La carrière est beaucoup prenante, ce sont des années, ce sont des semaines, ce sont des mois d'entraînement, donc j'étais un petit peu fatiguée. Et en 2004, donc j'ai décidé d'arrêter ma carrière effectivement et j'ai repris, j'ai quand même arrêté pendant 5 ans. J'ai coupé les ponts, j'ai vraiment fait autre chose et je suis revenue en 2009 et je suis devenue entraîneur depuis 2009 à Kourou. Aujourd'hui, vous entraînez la jeune athlète kouroussienne Jemima Joseph.
Vous avez ressenti quoi quand elle a été qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024? Très très grande satisfaction, d'autant plus qu'il faut signaler que Jemima s'entraîne effectivement en Guyane et pour elle ça sera la deuxième qualification à des Jeux Olympiques. C'est vrai qu'en 2021, lors des Jeux de Tokyo avec le Covid, on n'a pas pu nous déplacer lorsqu'elle a réalisé les minima pour ces Jeux Olympiques de 2021. Et là, le faire sur place en Guyane devant son public, franchement c'était waouh, c'était vraiment grandiose. Et elle a beaucoup travaillé pour ça et on avait véritablement choisi ce jour-là devant le public guyanais pour qu'elle puisse réaliser ses minima. Est-ce que c'était dur d'entraîner à Jemima Joseph? Non, pas du tout, parce que Jemima, je la connais depuis qu'elle est toute jeune. Et effectivement, c'est une fille qui est très déterminée, qui a envie véritablement de réussir. Et quand on a une athlète qui est toujours demandeuse, qui a la volonté et qui ne triche pas à l'entraînement, franchement, c'est que du bonheur. Il y a jamais eu de problème au niveau de l'entraînement. Et moi, en tant qu'entraîneur, j'ai été très très satisfaite et jusqu'à aujourd'hui de son comportement à l'entraînement. On a vu que vous alliez porter la flamme olympique en Guyane le 9 juin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est vrai, effectivement. J'ai eu l'honneur et le grand plaisir d'être choisi comme porteur de la flamme sur mon territoire en Guyane. Et c'est une très grande fierté. Franchement, c'est quelque chose de magnifique. On peut faire ça qu'une seule fois dans sa vie, je pense, parce que les Jeux Olympiques, les derniers Jeux à Paris avaient lieu il y a 100 ans. Donc je sais pas si je serai encore là dans 100 ans, mais je pense pas. Donc c'est véritablement un très très grand honneur pour moi de porter la flamme, d'être choisi parmi tous les porteurs en Guyane. C'est aussi quelque chose qui, c'est une manière pour moi de montrer que ce que j'ai fait en Guyane, ça a été véritablement bien vu, que la population et que tout le monde a vu véritablement ce que j'ai fait. Et, c'est une consécration par rapport à toute ma carrière et ce que j'ai pu apporter à la Guyane. Quelle émotion ça doit être pour une athlète de porter la flamme olympique? Ah oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose, une consécration. J'avoue que porter cette flamme, montrer à la population guyanaise que ce que j'ai fait dans ma carrière, ça a une très grande importance aujourd'hui aux yeux de tous. Nous espérons que notre championne va gagner beaucoup de médailles. Merci beaucoup, Madame Bent, de nous avoir accordé cette merveilleuse interview. Merci à vous et en tout cas, bonne continuation. Ça a été vraiment un très beau moment et à très bientôt. Merci Jérémy et Elisa pour cette interview très émouvante. Je passe maintenant le flambeau à Claude pour sa chronique de jeux vidéo. Wesh canne à pêche. Alors aujourd'hui, dis Claude, tu copines Ninjax? Non. Bon, commençons. Pain. Les chroniques super cool de Claude. Oui. Claude, tu copies encore Ninjax? Non. Commençons. Comme j'étais en train de dire, wesh canne à pêche. Alors aujourd'hui, en parlant de victoire, moi je pense aux jeux vidéo. Car la victoire, je la connais dans les jeux vidéo. Oh, je te comprends. Oh oui, que je te comprends. La victoire dans les jeux vidéo, ça fait du bien. Car quand je gagne, j'ai l'impression d'être le roi du monde. Invincible. Mais les parents leur manient de nous dire, lâche ton écran pour profiter de la vie et apprendre. Les jeux vidéo, ça sert à rien. Ouais. Alors que les jeux vidéo comme Call of Duty, Free Fire, Battle Ops ou alors Minecraft, on doit jamais baisser notre garde. On doit être à 100%. Ouais. Vous pensez que Napoléon serait l'homme qu'il est si sa mère l'avait privé de ses jeux vidéo? Super, on l'a encore perdu. Vive les jeux vidéo. Vive les Pégases. T'as fumé quoi encore? Les Pégases, c'est le nom d'un club d'équitation. C'est quoi le rapport avec les jeux vidéo? Mais les Pégases, c'est des chevals alliés dans la mythologie grecque, un truc de genre. C'est pas vrai. Bon, je vais vous expliquer. Chaque année, depuis le 2020, la cérémonie des Pégases récompense les meilleurs jeux vidéo français et on a appelé ce concours les Pégases. Me demandez pas pourquoi. Les prix sont décernés par l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Le grand gagnant des Pégases en 2024 a été Shaun of Senna
La cérémonie a eu lieu le 7 mars dernier à Paris. À la cigale. Maintenant, je pourrais dire à mes parents que les jeux vidéo, c'est de l'art et que j'apprends chaque jour de nouvelles choses. À présent, ce serait bien qu'on connaisse l'histoire et la définition des jeux vidéo. Bon, je sais que vous savez tout ce que c'est un jeu vidéo, mais bon, pour que ma chronique d'expert en technologie ait l'air sérieuse, j'ai pris mes lunettes et je suis allé chercher l'histoire et la définition. L'histoire des jeux vidéo débute dans les années 1950 où l'idée du jeu vidéo naît dans les universités lors de recherches sur l'informatique. Les jeux vidéo ne sont font connaître du grand public qu'à partir des années 1970 avec la commercialisation des premières bornes d'arcade et consoles de jeux vidéo. Le jeu vidéo devient alors une véritable industrie qui se développe avec la technologie. Le premier jeu vidéo Pong est sorti en 1972. C'est un jeu en noir et blanc, reproduisant le ping-pong. C'est en 1977 que la couleur est apparue. Mais attention, en 1983, il y a eu un crash à suite de l'inondation des modèles sur le marché après le boom des années 70. Bon, je suis sûr que personne n'a saisi. Le crash du jeu vidéo en 1983 est un crash qui a frappé l'industrie naissance du jeu vidéo principal aux États-Unis. Le leader mondial du marché a subi de lourdes pertes financières. Ça, c'est pour l'histoire. Spéciale dédicace à Madame Golitin si elle nous écoute. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Maintenant, à la définition. Un jeu vidéo, c'est un type de jeu sous forme de logiciel nécessitant généralement une console de jeu ou un ordinateur, joué sur un écran et dans lequel les joueurs interagissent dans un environnement virtuel via des accessoires comme manette ou clavier. Ça, c'est pour les profs de français et ma grand-mère. Je finirai par une petite anecdote pour les amoureux du football. Neymar, Augusto, Miuto, des vidéo games. Ceux qui ont compris sont des génies et les autres. Wesh, merci Claude. Ciao. Maintenant, retrouvons Amy et Sarah dans le micro-cotoir. Étiez-vous capable de tricher pour gagner? Non, parce que je trouve que ceux qui trichent ne le méritent pas et tous ceux qui ne trichent pas le méritent. Non, parce que ça me servira à rien dans la vie et je vais rien apprendre. Je triche jamais pour gagner. Pourquoi? Si tu gagnes sans tricher, c'est une vraie victoire. Si tu triches pour y arriver, c'est du fake. C'est moins intéressant. Si c'est pour une voiture de rêve ou gagner 1 million d'euros, capable de tricher pour gagner. Alors en toute honnêteté, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on joue à quelque chose, effectivement, on espère gagner. C'est le principe du jeu d'ailleurs. Après, effectivement, si on ne gagne pas, on dit toujours c'est un peu la phrase du perdant, mais le principal c'est d'avoir participé. C'est vraiment le truc typique du perdant. Ça c'est clair. Mais en tout cas, non, tricher pour gagner, je pense que c'est déloyal par rapport aux autres qui jouent. Et c'est pas forcément le but du jeu d'essayer de faire perdre les autres en trichant. Tout ça pour son propre intérêt, être le premier, le winner sur le podium, là. 1, 2, 3. Non. On essaye vraiment de jouer au maximum, on donne le maximum de nous-mêmes, mais pour autant, ça sert à rien d'essayer de tricher, puisque de toute façon, ça se verra. Parce que, en tout cas, moi, en tant que mauvais tricheur, si j'essaye, on va me voir direct. Donc c'est pour ça que non, je ne triche pas, je joue, on donne, et voilà. Non, je ne suis pas capable de tricher pour gagner parce qu'en fait, si par exemple tu triches, je serai pas réellement fier de moi, tandis que si je fais à partir de mes connaissances, je serai réellement fier de moi. C'est mieux de ne pas tricher. Alors, non. Je dirais que je serais pas capable de tricher pour gagner parce que déjà je vais être contente d'une victoire, mais qu'en fait c'est une fausse victoire, si on peut l'appeler comme ça. Ça va être quoi, quelques minutes, quelques jours, mais ma conscience elle va me travailler toute ma vie. Savoir que finalement en trichant, j'ai peut-être pris la place de quelqu'un d'autre qui a dû travailler beaucoup
Après, il y a des situations et des situations. Donc, essayer d'avoir la première place, c'est pas honnête. Et finalement, je vais me rendre compte, voilà, comme je disais, que j'ai pris la place de quelqu'un d'autre. Mais moi qui ai triché pour avoir cette fausse victoire, on va dire que ça va faire que non, je serai pas capable de tricher. Je préfère perdre loyalement que de me savoir gagner en trichant. Merci Sarah et Amy. J'ai bien l'impression que l'honnêteté ne l'a pas remporté aujourd'hui. Voyons voir qui l'emportera dans notre débat. L'importance n'est pas de gagner, mais de participer. Alors moi je trouve que en fait, en même temps je suis d'accord, en même temps je suis pas d'accord. Quand je perds, je suis d'accord avec l'expression pour, on va dire, me protéger quand les autres se moquent de moi. Et en même temps, quand je gagne, je trouve que l'expression elle a pas de sens. Donc en fait ça dépend. Ben, moi, je suis très d'accord. La vie, c'est pas juste gagner, en fait. Vous voyez? Moi, je suis la partie maléfique de Sarah. Genre, l'important, c'est de gagner. Parce que dès que les gens qui disent l'important, c'est de gagner, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Ce sont toujours les perdants, quoi. C'est pour se défendre, comme Sarah l'a dit. Ouais, mais après, j'ai envie de dire, ceux qui disent cette phrase aussi, ils sont super compétitifs et c'est nul de jouer avec eux parce qu'à chaque fois, ils vont trouver des trucs que les autres, ils ont triché, que eux, ils ont gagné. C'est vrai. Hein. Qu'est-ce que Sarah a dit? Moi, je participe juste pour jouer, hein. C'est pas juste pour gagner, en fait. Bon, après, il y a quand même des moments où on fait pour gagner. Mais si c'est que des jeux de société, par exemple, quand je joue avec mes sœurs, en vrai, c'est bon, c'est pas grave si je perds. Tu plaisantes là. Dès que tu perds, les autres gars ont la grosse tête et littéralement ont la grosse tête et ils sont là. Oh, je suis trop fort. Toi, t'es trop nul. T'es même pas intelligent. T'es pas capable de courir. Bah voilà, là, c'est chiant. Ouais, mais moi aussi, je suis gentille. Étant donné que mes sœurs, elles sont plus petites que moi, quelquefois, je fais semblant de perdre. Donc après, même si elles ont la grosse tête, je m'en fiche un peu. Ben voilà, Claude, t'as pas besoin d'être méchant comme ça, en fait. Je suis pas méchant. Je suis juste... très compétiteur. Maléfique. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. En fait, les personnes qui disent que il faut gagner tout ça, mais en fait, c'est des petites enfants. Hein. Ça veut dire que Claude, t'es un enfant. Non, je suis pas un enfant. J'ai l'esprit de compétition. Du genre, s'il gagne, je suis un peu content pour lui. Mais s'il commence à faire sa danse de la victoire et remuer son popotin comme pas possible, là, c'est pas possible. Ça s'appelle mauvais perdant. Non, je suis pas mauvais perdant. Non. Si t'es mauvais perdant. Et même, je suis sûre que si on va jouer, tu vas toujours chercher des excuses pour gagner et tu vas te faire comme quoi, ouais, les autres, ils ont triché, ça va toujours être comme ça. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. J'arrive pas à y croire. J'ai 3 personnes sur moi, là, quand même. Oui. Bah, tu l'as dit, tu viens de dire exactement ce que t'as dit avant. Ça prouve que t'es un mauvais joueur. Je suis pas un mauvais joueur. C'est la vérité. Je suis pas un mauvais joueur. Je respecte que l'autre a gagné. Je veux pas chercher à chercher dans les détails, genre il a triché. Non, je suis pas comme ça, moi. Je sais qu'il a gagné, oui. Mais au fond de moi, je me dis quelque chose. Et ces choses-là, elles sont pas très jolies. Ça a l'air ça, hein. Mais c'est pas ce que ton visage nous dit. Mon visage? Je suis trop mignon, c'est ça? Non, on dirait le diable en personne. Pardon? Alors toi, t'es mort. Merci pour ce débat fort intéressant. Nous terminons notre émission avec le chiffre d'une victoire que l'on célèbre au mois de mai, le 8 mai plus exactement. Nous t'écoutons, mon cher ami Samuel. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du chiffre 8 parce qu'en mai, on célèbre une victoire. C'est le 8 mai 1945. Vous voulez que je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé? Le 8 mai 1945 marque la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette guerre, elle a commencé quand et pourquoi? À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est punie par les pays vainqueurs. Elle doit payer des sommes immenses à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis et aux Italie.
et doit rendre les régions de l'Alsace et de Lorraine à la France. En 1933, un homme arrive au pouvoir, Adolf Hitler. Il pense que le chômage et la pauvreté en Allemagne sont la faute des pays étrangers et des Juifs. Il veut effacer le souvenir de la défaite de la Première Guerre mondiale. Alors, il s'allie avec l'Italie et le Japon et cherche à conquérir d'autres territoires. Il attaque son voisin, la Pologne, en 1939. Mais la France et le Royaume-Uni ne le laissaient pas faire. Il déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 pour défendre la Pologne. Et voilà comment la Seconde Guerre mondiale a commencé. Elle aurait fait plus de 50 millions de morts. Vous vous rendez compte? Principalement les civils. Finalement, le 7 mai 1945, quelques jours après la bataille de Berlin et le suicide d'Adolf, l'Allemagne se rend ouf. Le général Alfred Jodl signe la capitulation sans condition de l'Allemagne à Reims, au quartier général des forces alliées. Autour de la table, il y a aussi le général Walter Bedesmith qui signe pour les alliés occidentaux et le général russe Ivan Suslopavo pour l'armée rouge. Le combat s'arrête le 8 mai en Europe. Voilà pourquoi la France célèbre cette date et en fait un jour férié. Mais le Japon a continué à se battre contre les Américains et il a fallu les 2 explosions atomiques de Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 pour qu'ils se rendent enfin le 2 septembre 1945. C'est cette date qui marque la fin véritable de la Seconde Guerre mondiale. Merci Samuel pour ces explications. Est-ce qu'on commémore le 8 mai 1945 en Guyane? Bien sûr, à Kourou, Monsieur François Ringuet, le maire de la ville, a organisé une cérémonie de commémoration devant le monument aux morts du bourg. Il a invité les légionnaires du 3e REI, le sous-préfet, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les anciens combattants et les polices municipales. Les élèves du collège Euria-Garante ont chanté l'hymne national. Merci Samuel pour ce chiffre du jour, symbole de victoire et de paix. Avec plaisir, Joseph. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos 2 techniciennes, Amy et Sarah. Nous remercions Jérémy pour sa chronique actu. Claude pour sa chronique super cool et son débat passionnant avec Faïri et Sarah. Elisa et Jérémy pour leur interview. Merci à toi Joseph pour ton mot du jour. Et n'oublions pas notre rédacteur en chef Clément. Nous remercions enfin les auditeurs qui nous ont écoutés sur Radio Pays. Au revoir et à bientôt pour notre 4e et dernière émission. Radio OMB. La radio qui fait apprendre.